Je voudrais vous parler aujourd'hui d'Albert Camus et de la justice. Alors ce que l'on peut dire d'abord, c'est que le rapport des écrivains avec la justice ont été très nombreux. Beaucoup d'écrivains se sont intéressés aux mécanismes judiciaires, aux procès, aux faits divers, et nombreux parmi eux ont trouvé dans des affaires criminelles, dans des faits divers, des sujets de romans. On passerait beaucoup de temps à en citer, je ne vous citerai que quelques-uns emblématiques qui ont utilisé la justice comme source d'inspiration. Évidemment, il y a d'abord Victor Hugo, avec son roman Les Misérables, qui dans le fond est tout entier lié au destin de Jean Valjean, condamné dans sa jeunesse au bagne, et qui, tout au long de sa vie, essayera de se réhabiliter. Ce grand roman réfléchit sur la sanction pénale, sur la procédure, d'une manière absolument remarquable. Et Victor Hugo ne s'est pas contenté de ce roman, il a également produit un autre roman qui a eu un grand succès, qui est Le dernier jour d'un condamné, dans lequel il analyse précisément le dernier jour d'un condamné avant l'exécution de la sanction. Mais il y a aussi à l'étranger des écrivains comme Dostoïevski, avec Crime et Châtiment, Léon Tolstoï, avec son roman Résurrection, et de nouveau en France, Stendhal, qui a trouvé dans la Gazette des tribunaux le récit d'une affaire judiciaire, et ça a donné Le Rouge et le Noir. De même, plus récemment, François Mauriac a trouvé dans une affaire qui s'est déroulée aux Assises à Bordeaux le thème de son Thérèse d'Esqueiro. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples. J'en ai donné d'autres dans le petit livre que j'ai publié en 2004 et qui s'intitulait « Justice et littérature, regard croisé », que je vous montre ici. J'ai déjà à cette occasion, au moment où j'ai rédigé ce livre, rencontré évidemment Albert Camus. Albert Camus s'était toujours intéressé, et de manière très approfondie, aux problèmes de la justice, du procès, de la sanction et notamment de la peine de mort. Cet immense écrivain, qui est mort très jeune, à 47 ans, mais qui, déjà à 47 ans, avait derrière lui une œuvre extrêmement importante, honoré du prix Nobel de littérature, et qui continue à avoir un succès éclatant de nos jours. Eh bien, il faut savoir que Camus s'est beaucoup intéressé, il a beaucoup écrit, et il a beaucoup agi dans le domaine de la justice. Tout commence pour lui dans le journalisme. Et dans le fond, c'est à travers le journalisme qu'il comprend et qu'il décortique les mécanismes judiciaires. On se souvient que il est atteint de tuberculose très jeune, à 17 ans, et que lorsqu'il termine ses études par un diplôme universitaire à la faculté des lettres d'Alger, avec un mémoire sur Saint-Augustin, il songe, comme c'est à peu près naturel, à intégrer l'éducation nationale pour devenir professeur. Mais cette voie va lui être interdite,
puisque un fonctionnaire ne peut pas être recruté s'il est atteint de tuberculose. Et comme il faut bien gagner sa vie, il va faire un certain nombre de petits métiers, il va s'intéresser à beaucoup de choses, et il va avoir la chance de rencontrer Pascal Piat qui est également un écrivain, qui est un ami de Malraux, et Pascal Piat va à ce moment-là créer à Alger un journal, Alger républicain, qui est un événement d'une certaine manière dans l'histoire de l'Algérie, parce que Alger républicain est le seul journal que l'on peut situer à gauche, et surtout qui est un journal qui critique la colonisation, les méthodes coloniales, les injustices liées à ce régime colonial, et qui dans le fond est anticolonial au sens de cette colonisation à l'époque. Et c'est le seul journal qui fait cela. Tous les autres sont des journaux qui soutiennent d'une certaine manière les grands colons, les propriétaires de très grands domaines agricoles, et qui soutiennent le mécanisme colonial français. Donc Camus va entrer à Alger républicain, et comme c'est un journal qui se crée, il va être amené à faire un peu tout dans ce journal, toutes les rubriques, depuis les chiens écrasés jusqu'aux reportages et aux chroniques judiciaires. Il y a sur ce parcours de Camus journaliste, qu'il poursuivra ensuite, vous le savez, à Combat, dans la Résistance, puis à l'Express, un livre qui vient de paraître de Maria Santos Sáenz, Albert Camus, journaliste, reporter à Alger, éditorialiste à Paris, et que je vous présente ici. C'est un livre très complet sur le parcours journalistique de Camus, qui a immédiatement été un grand journaliste qui avait ce qui manque quelquefois, il faut bien le dire, une éthique. Et cette éthique d'Albert Camus dans le journalisme peut dans le fond se résumer en deux exigences absolues pour lui: la recherche de la vérité et un style, une écriture. Autrement dit, il faut qu'un journaliste, avant d'écrire, fasse une enquête, fasse des recherches approfondies pour toucher au plus près la vérité. Ne pas se contenter d'à peu près, ne pas se contenter de rumeurs, ne pas se contenter de faits non vérifiés. Ça, c'est l'exigence première qui est celle de Camus. Mais ensuite, il faut un style, c'est-à-dire il faut écrire correctement, et il y a une phrase que répétait souvent Camus, qui dans le fond pourrait être la devise des journalistes, qui a en tout cas été sa devise. Il disait: mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et je crois que cette phrase dit tout de ces exigences. Mal nommer les choses, ça conduit en effet à des erreurs, et donc à ce que le monde se porte plus mal. Il faut la vérité, et il faut que la vérité soit bien dite, car on peut quelquefois connaître la vérité, l'avoir recherchée, l'avoir trouvée, mais si on l'exprime mal, là encore, elle ne fait pas l'effet qu'elle devrait faire. Donc, Camus est dans le journalisme à plein à cette époque-là, et il va être
amené, et c'est en cela qu'il nous intéresse dans le thème qui est aujourd'hui le nôtre, à être un chroniqueur judiciaire. Il va suivre un certain nombre d'affaires criminelles devant les tribunaux. Il va les suivre depuis l'instruction. Il va entendre les avocats, entendre des témoins, faire lui-même sa propre enquête et donner des chroniques judiciaires, c'est-à-dire des chroniques se rapportant à ces affaires jusqu'au moment de l'audience et du jugement. Et on va voir que là encore, il fait une œuvre de vérité et de recherche, ne se contentant pas des apparences, au point que, comme beaucoup de ses prédécesseurs prestigieux, Voltaire bien sûr, avec l'affaire Calas, Zola avec l'affaire Dreyfus, eh bien, à leur image, et par ses recherches et par ses articles, il modifie le cours des procédures, il arrive à faire acquitter des gens qui sont poursuivis par une justice coloniale qu'il dépeint sous son plus mauvais jour, partiale, utilisant des méthodes répréhensibles. On cite souvent à ce propos 3 affaires qui mobilisent Camus. Il y a une première affaire qui est l'affaire Odinte. Alors je n'entrerai pas dans le détail technique de cette affaire, mais je dirais simplement que Odinte est un fonctionnaire, un petit fonctionnaire qui s'occupe à l'époque en Algérie de l'office des céréales, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la négociation des céréales et notamment du blé, puisque l'Algérie produisait beaucoup de blé. Et Odinte va se rendre compte et va constater que certains se livrent à de la spéculation sur le blé, l'achètent à petit prix, le stock, pour ne le revendre que très cher, créant dans le petit peuple, dans la petite paysannerie et chez les Algériens pauvres, de véritables problèmes de pouvoir d'achat. Et Odinte va dénoncer ces spéculateurs, et bien entendu, comme il fallait s'y attendre, il va faire l'objet d'une plainte. On va lui reprocher d'avoir lui-même volé. Il va s'ouvrir une enquête par la justice coloniale, très partiale, et on va le poursuivre. Et Camus s'intéresse à cette affaire, il suit l'instruction de très près, il montre les erreurs, les fautes, les techniques anormales utilisées pour appuyer la poursuite contre Odinte, au point que jusqu'à l'audience, il va rédiger 5 ou 6 articles extrêmement bien écrits, extrêmement virants, qui ouvrent l'attention, qui attirent l'attention de la population d'Algérie, et à l'audience, Odinte finira par être acquitté. Il sait, Odinte, que c'est grâce à Camus et grâce à son travail de chroniqueur judiciaire que cela est arrivé. Et quand Camus meurt accidentellement en 1960, Odinte, qui est encore vivant, adresse ses condoléances à la veuve et les termine par cette simple expression « Rien ne sera oublié ». Il y a une deuxième affaire dont on parle souvent, c'est l'affaire du cheikh El Oghbi. Le cheikh El Oghbi est un dignitaire religieux musulman et il va être poursuivi pour une affaire extrêmement grave qui est l'assassinat du grand mufti d'Alger, c'est-à-dire la personnalité la plus importante dans le domaine religieux. Là encore, Camus connaît
le cheikh Al-Oghbi, il connaît ses idées, il connaît ses pensées, et il estime que ça n'est pas une chose possible que cet homme ait pu participer à l'assassinat du grand mufti. Il va, comme dans l'affaire Odinte, suivre le dossier de cette affaire. Il va rédiger 4 ou 5 articles extrêmement importants. Et là encore, il va montrer les dérives de la justice coloniale, ses méthodes défectueuses, son parti pris. Et il finira, comme dans l'affaire Odinte, par obtenir l'acquittement du cheikh Al-Oghbi. Le cheikh Al-Oghbi, comme Odinte, sera reconnaissant à Camus, et il y a une scène beaucoup plus tard, des années plus tard, lorsque Camus vient à Alger pour prononcer son pathétique appel pour une trêve civile, dans une salle surchauffée, avec à l'extérieur des gens qui conspuent Camus, qui hurlent Camus à mort, eh bien, on voit arriver dans cette salle, porté sur une civière car il est gravement malade, le cheikh Al-Oghbi, qui a tenu à apporter sa présence et son amitié à Albert Camus dans cette occasion. Enfin, une dernière affaire, c'est ce qu'on appelle l'affaire des incendiaires d'Auribeau. Là encore, il s'agit d'une affaire qui se passe dans le petit peuple algérien, dans les employés des fermes, très mal payés, un peu exploités, et qui se sont réunis, qui se sont regroupés pour exiger une petite augmentation de salaire. Mal leur en a pris, puisqu'ils vont être mis en accusation et on va les accuser d'avoir créé un incendie. Là encore, Camus va suivre tout cela, va dénoncer, alors là, d'une manière très ferme, il y a des phrases terribles sur l'utilisation même de la torture pour faire parler des témoins, pour les faire avouer, et malheureusement, il n'obtiendra pas là l'acquittement des incendiaires d'Auribeau qui seront condamnés. Mais tout cela pour vous montrer qu'il est très versé dans ses chroniques judiciaires, qu'il en a rédigé de nombreuses et qu'il a pris ce métier de chroniqueur judiciaire tout à fait à cœur, ne se contentant pas de rappeler le dossier, mais participant et recherchant lui-même la vérité profonde de ses affaires. Camus continuera ensuite et il va être confronté à la Libération, vous le savez, au problème de la justice de la Libération, qui va s'en prendre aux collaborateurs, et on sait qu'il s'agit là d'une justice qui a été une justice passionnelle, dans laquelle la passion s'est mise, et là où la passion se mêle, la justice a du mal à apparaître. Et il faut signaler que sur cette justice de la Libération, Camus, au départ, Camus qui a été un résistant, qui a combattu les Allemands, est partisan effectivement d'une justice assez stricte sur les collaborateurs. Mais il va constater petit à petit les dérives de cette justice, qui aboutit quelquefois à des injustices profondes. Je pense notamment à cette justice, alors là, populaire, à cette justice qui n'est même pas institutionnelle et qui va arriver à tondre les femmes parce qu'elles ont eu des rapports avec des Allemands. Et évoluant, il va finir dans un conflit, dans une polémique qu'il a avec François Mauriac. François Mauriac étant partisan de
plus d'indulgence, de plus de compréhension. Il va finir par dire, eh bien, François Mauriac a raison, il faut que la justice se montre plus compréhensive et plus juste. Donc, là encore, une activité importante de Camus dans le domaine judiciaire. Alors, évidemment, après tout ce qu'il a ainsi appris dans son métier de journaliste, il va l'utiliser, évidemment, dans son œuvre littéraire, dans son œuvre romanesque. Et dans pratiquement toute son œuvre romanesque, on voit apparaître ce thème de la justice et Camus utilise les séquences de ces procédures judiciaires, c'est-à-dire l'instruction, le déroulement de l'audience, le prononcé de la sentence, l'exécution de la peine, qu'il place un peu partout dans ses romans. On se souvient évidemment de L'Étranger. L'Étranger est presque tout entier un roman que je qualifierais de judiciaire d'une certaine manière. La première partie, c'est la vie de Meursault qui apprend la mort de sa mère et son comportement à l'occasion de cette annonce du décès de sa mère, comment il se comporte, la vie qu'il mène pendant une journée ou deux jusqu'à l'enterrement, et jusqu'à cet incident sur une plage où il va être amené à tuer un arabe, comme le dit le roman, et s'ouvre alors pratiquement les deux tiers du roman qui sont consacrés à la procédure et à la sanction qui va frapper l'étranger. Et quand on lit l'étranger, et notamment toute la partie sur le procès, on se rend compte qu'on en a affaire à quelqu'un qui connaît bien les mécanismes judiciaires, qui voit très bien comment ça fonctionne, et comment, dans le fond, celui qui est accusé est un peu un étranger dans le déroulement de ce qui se passe entre les magistrats, les jurés, les journalistes, le procureur, l'avocat. Lui est un peu à part, souvent étranger à son propre procès, et en ma qualité d'avocat, j'en ai ressenti souvent la vérité de tout cela. On retrouve également des analyses de ce genre dans La Peste. Dans La Peste, il y a des passages où Jean Taroux, un des héros de La Peste, qui est le fils d'un avocat général, raconte par exemple comment il a assisté à des audiences en cour d'assises, au cours desquelles son père, l'avocat général, réclamait la peine de mort. Jean Taroux évoque également le fait qu'il a assisté à une exécution capitale au moment où elles étaient publiques et comment il en a été bouleversé. Et enfin, dans le premier homme, ce roman inachevé mais magnifique, il y a encore des exemples de ces problèmes procéduraux, de ces problèmes de justice qui sont évoqués. Donc, Camus utilise d'une certaine manière ses connaissances de journaliste et de chroniqueur judiciaire dans son œuvre, et les analyses qu'il donne des aspects de procédure et de procès pénal sont absolument intelligentes et vivantes d'une certaine manière. Mais enfin, je voudrais dire que Camus ne s'est pas contenté d'être un chroniqueur judiciaire ou d'être un écrivain, il a agi aussi, notamment contre la peine de mort. Il a mené toute sa vie un combat contre cette peine qu'il jugeait complètement injuste et aberrante. Et il a d'abord écrit, il faut s'en souvenir, tout un ouvrage important qui s'appelle « Réflexion sur la guillotine », qui est directement une analyse
de la peine de mort. Et il part dans ses réflexions sur la guillotine d'un incident qui a concerné son père. Alors vous savez que Camus est né en 1913, son père est parti à la guerre de 14 immédiatement après la naissance d'Albert Camus, et ce malheureux père, très vite après son arrivée en France pour la guerre, a été blessé et il est mort à l'hôpital de Saint-Brieuc. Il n'a donc pas connu son fils et Albert, né juste avant son départ, n'a jamais connu son père. Mais on racontait dans la famille que le père d'Albert Camus, à une époque, avait été outré par un assassinat absolument affreux d'un nommé Pirette qui avait assassiné toute une famille et qu'il était allé pour assister à l'exécution de ce Pirette qui avait été condamné à mort. Et il avait assisté à cette exécution, il en était rentré, c'est ce qu'on racontait dans la famille, complètement malade, il avait vomi, il était resté une journée complètement atterré, couché, sans pouvoir se relever, autrement dit bouleversé par le spectacle qu'il avait vu dans cette exécution. Et c'est par le récit de cet incident que commencent les réflexions sur la guillotine d'Albert Camus. Je les reprends ici en lecture. Peu avant la guerre de 14, un assassin dont le crime était particulièrement révoltant, il avait massacré une famille de fermiers avec leurs enfants, fut condamné à mort à Alger. Il s'agissait d'un ouvrier agricole qui avait tué dans une sorte de délire du sang, mais avait aggravé son cas en volant ses victimes. L'affaire eut un grand retentissement. On estima généralement que la décapitation était une peine trop douce pour un pareil monstre. Telle fut, m'a-t-on dit, l'opinion de mon père, que le meurtre des enfants, en particulier, avait indigné. L'une des rares choses que je sache de lui, en tout cas, est qu'il voulut assister à l'exécution pour la première fois de sa vie. Il se leva dans la nuit pour se rendre sur les lieux du supplice, à l'autre bout de la ville, au milieu d'un grand concours de peuple. Ce qu'il vit ce matin-là, il n'en dit rien à personne. Ma mère raconte seulement qu'il rentra en coup de vent, le visage bouleversé, refusa de parler, s'étendit un moment sur le lit et se mit tout d'un coup à vomir. Il venait de découvrir la réalité qui se cachait sous les grandes formules dont on l'a masqué. Au lieu de penser aux enfants massacrés, il ne pouvait plus penser qu'à ce corps pantelant qu'on venait de jeter sur une planche pour lui couper le cou. Et Camus d'ajouter « Il faut croire que cet acte rituel est bien horrible pour arriver à vaincre l'indignation d'un homme simple et droit, et pour qu'un châtiment qu'il estimait 100 fois mérité n'ait eu finalement d'autre effet que de lui retourner le cœur. » Et cet incident qu'il rapporte au début de ses réflexions sur la guillotine, vous le retrouverez presque partout dans son œuvre. Il figure dans L'Étranger, il figure dans La Peste et il figure dans Le Premier Homme, dit d'une manière ou d'une autre, mais l'incident est toujours rappelé. Et par conséquent, à partir de là, il va mener une lutte acharnée contre la peine de mort, par son texte d'abord, Réflexion sur la guillotine, et dans ce texte, il prend un parti très simple.
il dit, pour lutter contre la peine de mort, je vais en parler crûment. Je ne vais pas me contenter des propos, des mots qui sont souvent des euphémismes. Je vais dire ce qu'est véritablement la peine de mort. Voilà ce qu'il écrit exactement. Mon intention est au contraire d'en parler crûment. Non par goût du scandale, ni, je crois, par une pente malsaine de ma nature. En tant qu'écrivain, j'ai toujours eu horreur de certaines complaisances. En tant qu'homme, je crois que les aspects repoussants de notre condition, s'ils sont inévitables, doivent être seulement affrontés en silence. Mais lorsque le silence ou les ruses du langage contribuent à maintenir un abus qui doit être réformé ou un malheur qui peut être soulagé, il n'y a pas d'autre solution que de parler clair et de montrer l'obscénité qui se cache sous le manteau des mots. Là encore, il faut bien nommer les choses. Et vous avez sur cette question d'Albert Camus et de la peine de mort un très beau livre d'Ève Morisi qui s'appelle Albert Camus contre la peine de mort, que vous avez ici. Et ce livre est intéressant parce qu'il contient deux parties. Une première partie, ce sont pratiquement la totalité des textes dans lesquels Albert Camus évoque cette question de la peine de mort, et c'est suivi par une synthèse, un texte d'Ève Morisi. Le livre est d'ailleurs préfacé avec une très belle préface de Robert Badinter. Donc il écrit contre la peine de mort, mais il agit aussi, et toute sa vie il va faire en sorte de lutter, et par son intervention, par le côté célèbre de sa vie, lutter pour éviter l'application de la peine de mort. Il le fait à la Libération, et par exemple, il va signer des pétitions pour que l'on n'exécute pas Brasillac, le romancier, ou Rébatté, et il dit très bien, dans les lettres que vous trouverez dans le livre que je viens de citer, il dit très bien « Je n'ai aucune estime pour ces gens-là. Pour Brasillac, je n'ai d'estime ni en tant qu'écrivain, ni en tant qu'homme, et je déteste les choses qu'il a écrites pendant la collaboration. C'est aussi vrai pour Rébatté, qui était un journaliste de Je suis partout et qui écrivait des horreurs pendant cette période. Je n'ai aucune estime pour lui. Mais, par principe, je suis pour la peine de mort et je demande que l'on ne les exécute pas. Ce sera la même chose au moment de la guerre d'Algérie, où il va être sollicité par les avocats de la défense du FLN, Pierre Stibbe, Gisèle Halimi, Yves de Chézel, qui vont aller le trouver pour qu'il essaye d'intervenir, qu'il mette son influence pour éviter l'exécution de peine de mort. Et le livre d'Ève Morisi nous montre un grand nombre de lettres dans lesquelles Camus s'adresse au président de la République, au garde des Sceaux, pour demander la grâce et la non-exécution de la peine de mort. Et pendant cette période de la guerre d'Algérie, il le fait toujours de la même manière. Sollicité par les avocats, il accepte d'intervenir, y compris en adressant des lettres aux juridictions qui sont chargées de juger les intéressés, mais à une condition qu'il exige, c'est que son nom ne soit pas prononcé, que son intervention ne soit pas publique. Vous vous souvenez en effet qu'à partir d'un certain moment, il est bouleversé par ce qui se passe en Algérie et qu'il décide de se taire, car il estime que ses propos vont alimenter, encore une fois, la querelle, et au lieu d'apaiser, vont donner des gages aux uns ou aux autres, et il ne veut plus de ça.
Et donc il dit aux avocats, je vais intervenir, je veux bien intervenir, mais je vous demande de ne pas rendre publique cette intervention. Et c'est ce qu'il fait à plusieurs reprises. Et on se souvient que lors de d'une conférence qu'il a donnée à Stockholm au moment du prix Nobel, et de cet incident qu'il a eu avec le jeune Algérien, cet incident qui le pousse à prononcer sa fameuse phrase « Je préfère ma mère à la justice », cette phrase que l'on a d'ailleurs tronquée, qui est incomplète, et que l'on a montée contre lui d'une manière totalement injuste. Notamment les Sartriens, Sartre, Madame de Beauvoir, ont été d'une injustice totale. Et cette phrase ne signifiait absolument pas ce qu'on a voulu lui faire dire. Mais il s'est accroché avec ce jeune Algérien. Il a été agacé. Et à un moment, il lui dit « Je ne voulais pas rendre public tout cela. Je ne l'ai jamais dit. Je ne voulais pas le dire. Mais je vais vous le dire à vous, puisque vous m'intervenez si énergiquement. Si vous avez encore en Algérie certains qui sont en vie, c'est grâce à mes interventions. J'ai toujours répugné à le dire. Je répugne à le dire. Mais je vous le dis. » Et cela montre effectivement qu'il était indigné par les attaques dont il était l'objet. Et sur ce terrain, pour ne pas rester sur cette note un peu désolante de cet incident, je voudrais rappeler une petite histoire très, très belle que je rappelle souvent, qui a été découverte par un romancier, Roger Lanzini, qui a écrit les derniers jours de la vie d'Albert Camus. Roger Lanzini a retrouvé le jeune étudiant algérien de Stockholm. C'était devenu un vieux monsieur, qui vivait toujours d'ailleurs à Stockholm, qui n'avait jamais voulu parler de cette affaire, qui n'en avait jamais parlé, et qui n'était pas connu. Il le retrouve, et cet Algérien lui dit, après cet incident avec Albert Camus, que je ne connaissais pas dans le fond. J'ai voulu lire Albert Camus, j'ai lu toute son œuvre, et notamment ce qu'il a écrit sur l'Algérie, Misère en Kabylie, tous ces textes, et j'en ai été bouleversé. À ce moment-là, j'ai voulu rencontrer Camus. J'ai fait des démarches auprès de son éditeur, et c'est là que j'ai appris sa mort. Alors, dit-il, je suis parti de Stockholm, je suis descendu en Provence, à Lourmarin, et j'ai été déposer des fleurs sur sa tombe. C'est une affaire émouvante, et je la dis toujours, parce que je crois que quand on prend le soin de connaître Camus, on évite ainsi beaucoup d'injustice à son égard. Voilà, donc j'ai évoqué avec vous, et je crois de manière assez complète, les rapports d'Albert Camus avec la justice, avec la sanction pénale. Et nous pouvons donc maintenant conclure tout cela, et je voudrais le faire avec un extrait de la très belle préface de Robert Badinter au livre d'Ève Morisi, Albert Camus contre la peine de mort. Robert Badinter, qui a, lui, été l'instrument de l'abolition de la peine de mort, qui a eu une admiration sans borne pour Victor Hugo, et qui a mis souvent sur le même plan, sur ce terrain de la lutte contre la peine de mort, Victor Hugo et Albert Camus. Et Robert Badinter, dans cette préface, dit ceci, et j'en terminerai par là. Ainsi, jusqu'au terme brutal et prématuré de son existence terrestre, Albert Camus n'a jamais cessé de combattre la peine de mort. Comme Victor Hugo, cette lutte est un fil d'or qui court tout au long de la trame de sa vie. Que sa voix fût entendue pour sauver des vies humaines
Voilà sans doute, pour cette âme toujours inquiète, la plus belle récompense. Merci de votre attention.